Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'affaire de Nikki Dinsley. Dimanche 19 octobre 1980. Un jeune homme était retrouvé mort sur la plage des Résigniers au Carbet. Il venait d'être tué à coups de hachette. Une jeune femme qui l'accompagnait était portée disparue. L'affaire Nikki, qui allait défrayer la chronique pendant près de 6 mois, vivait là ses premières heures tragiques. Une affaire qui allait tenir la Martinique en haleine pendant près de 6 mois et surtout terroriser le nord de l'île. L'affaire Nikki Dinsley, de son vrai nom Elux Agolphe de Freitas, originaire de Saint-Vincent, a marqué la mémoire collective martiniquaise. À l'aune d'une autre chasse à l'homme, l'affaire Marny qui s'était déroulée 15 ans plus tôt. Nikki, condamné à perpétuité, est mort à Fresnes, l'une des plus célèbres prisons de France en 2006. Tout commence le dimanche 19 octobre 1980. Il est minuit environ lorsqu'un automobiliste roulant entre Saint-Pierre et le Carbet aperçoit, à proximité de la plage des Résigniers, un homme étendu sur le bas-côté de la route. Non loin se trouve une voiture de couleur blanche. Il se rend immédiatement à la brigade de gendarmerie du Carbet. Aussitôt alertés, les gendarmes se rendent sur les lieux et constatent que l'homme gisant sur le bord de la route est décédé. Il a de nombreuses blessures au visage et sur le reste du corps, provoquant de toute évidence à l'aide d'une arme tranchante. Le décès remonte à un peu moins d'1 heure. La victime est vite identifiée grâce aux papiers retrouvés dans le véhicule. Il s'agit d'Albine Louis Gérard, 30 ans, agent en location de voitures à Fort-de-France. Pour les gendarmes, une enquête difficile semble se dessiner. 2 jours plus tard, un avis de recherche est lancé. Une jeune femme, Marcel C., 23 ans, n'est pas réapparue au domicile de ses parents depuis le dimanche. Bien vite, le lien est fait avec le tragique événement du Carbet. Ses parents apprennent en effet la mort tragique du jeune Albine, avec qui elle était partie en voiture. Par ailleurs, des témoins racontent que vers 21h45, ce dimanche 19, ils ont vu sur la plage des Résigniers un homme et une femme bavardant non loin d'une voiture Toyota blanche. À 22h30, l'homme et la femme étaient toujours près de la voiture. À 23h environ, d'autres témoins rapportent qu'ils ont vu une femme et 2 hommes en train de se battre. Dès lors se pose cette angoissante question. Qu'est devenu Marcel C.? La jeune fille vient juste de terminer ses études en métropole. Elle est rentrée définitivement au pays. Depuis, elle donne des cours de musique à Trinité. Jeudi 23 octobre, Marcel C. est retrouvée vivante. Elle revient de loin et peut être considérée comme véritable miraculée. Elle a vécu 2 jours entiers avec le meurtrier de son ami, séquestrée dans une cabane perdue sur les flancs de la Pelée, en plein milieu de la forêt. Ce dimanche 19 octobre 1980, Marcel avait accepté d'accompagner Gérard Albin au Carbet où habitait une de ses sœurs. Vers 20h30, les 2 jeunes trouvaient porte close. Gérard proposait alors à Marcel d'aller prendre un verre à Saint-Pierre. Puis, tous deux allaient flâner dans les parages avant de s'arrêter sur la plage des Résigniers au Carbet. Alors qu'ils discutent à 2 pas de leur voiture, Marcel aperçoit un homme, venant de Saint-Pierre, qui se dirige droit vers eux. L'homme les dépasse puis revient sur ses pas pour demander du feu à Gérard Albin. Il s'exprime avec une forte empreinte anglophone. Il paraît relativement sympathique. L'homme parti, Gérard fait part de sa méfiance à sa compagne. Il lui fait remarquer que l'inconnu n'a cessé de la fixer pendant la brève conversation qu'ils ont eue. Il propose même de quitter les lieux. Marcel n'a pas la même analyse des événements. Les 2 jeunes décident de rester sur place pour encore quelques instants. Environ 10 minutes plus tard, l'homme réapparaît. Il arrive en chantant. Il tente de nouveau une conversation. Quelques mots s'échangent quand soudain il sort, du dessous du treillis qu'il porte, une arme que Marcel prend d'abord pour un couteau. Il frappe Gérard à la poitrine. Celui-ci pousse un grand cri. Marcel, qui peine à croire la scène horrible qu'elle vient de vivre, se réfugie derrière la voiture. Gérard, quant à lui, cherche le salut dans la fuite, poursuivi par l'homme armé.
Marcel court et pénètre dans la voiture. Elle tente de démarrer. Elle est extrêmement nerveuse. Elle ignore tout des vitesses du véhicule. Le moteur cale. Elle bloque les portières et fait monter les vitres. L'homme est déjà revenu. L'horreur ne fait que commencer. D'un violent coup de l'arme qui a servi à tuer Gérard, Marcel vient de réaliser qu'il s'agit d'une hachette. L'homme brise la vitre côté chauffeur. La jeune femme, pour échapper à son agresseur, ouvre la portière côté passager et s'enfuit. Elle est bien vite rattrapée par le poignet. Elle ne peut résister bien longtemps à la force brutale de cet étranger, qui lui intime le silence. Sinon, affirme-t-il, il la tuera. Commence alors un long périple qui va les emmener dans les bois. À hauteur du tunnel du Carbet, ils traversent la route, puis s'enfoncent dans la campagne. En pleine nuit, l'homme entraîne Marcel par des chemins à travers bois, connus de lui seul. Il marche depuis combien de temps? Sur quelle distance? Marcel l'ignore. L'homme s'arrête devant une espèce de petit abri fait de feuilles de carton. La jeune femme est épuisée, effrayée par cette menace de mort permanente qui pèse sur elle désormais. Le lendemain matin, l'homme lui apprend qu'ils vont s'enfoncer encore plus haut dans la forêt. Ils vont marcher pendant longtemps, grimper des collines, dévaler des pentes, traverser des rivières. En début d'après-midi, ils arrivent à une cabane recouverte de sacs de plastique. C'est là que Marcel est gardé du lundi après-midi au mardi soir. Son geôlier l'entrave chaque fois qu'il doit s'éloigner. Il lui fait à manger, surtout des tranches de fruits à pain cuites sur un feu de bois. Et il parle, il rêve, il lui dit « Tu seras ma femme ». Marcel se réveille ligoté le lendemain. Nous sommes le mardi 21 octobre. L'homme lui annonce qu'à la nuit tombée, il va acheter du pain et du poulet. En effet, le soir venu, il s'éloigne de la cabane. Mais il a omis de l'entraver. Marcel attend une dizaine de minutes avant de décider de s'enfuir. Dans cette forêt hostile, elle va se perdre plus d'une fois. Épuisée, elle s'étend et s'endort. Le matin suivant, nous sommes le mercredi, elle se remet en marche. Elle entend des bruits de tracteurs dans le lointain. Elle aperçoit un hélicoptère, fait de grands signes, en vain. Elle ne capitule pas. C'est du même pas qu'elle repart le jeudi matin, et elle va enfin arriver sur l'habitation Périnelle. Elle a erré de mardi soir à jeudi dans la forêt, craignant à tout moment d'être reprise par son tortionnaire. En réalité, c'est l'hypothèse paraissant la moins probable aux enquêteurs qui s'est pourtant vérifiée. L'inconnu a tué Gérard dans le seul but d'enlever son ami, avec comme suite logique la séquestration de la jeune femme. Marcel a fait face. Elle s'est raccrochée à sa seule chance de rester en vie, faire preuve de docilité. Elle a composé pendant 2 jours avec l'assassin de Gérard, endormant sa méfiance, discutant avec lui, jusqu'à saisir sa chance de s'échapper de la cabane où elle était retenue prisonnière. Au terme d'un périple audacieux, Marcel échoue sur l'habitation Périnelle, entre Saint-Pierre et le Prêcheur. Au gendarme, elle fera une très bonne description de son geôlier. Elle le reconnaîtra formellement parmi toutes les photos qui lui sont soumises. Car Niki est déjà connu des policiers et gendarmes en Martinique. En octobre 1980, celui qui se faisait appeler Niki Dinsley était déjà connu des services de gendarmerie. Fin juillet 1980, il avait en effet sauvagement agressé 2 fillettes de 12 et 13 ans sur l'habitation réduite dans le nord. Il a fallu faire appel à l'hélicoptère pour évacuer l'une d'elles vers l'hôpital. Il venait de rentrer de nouveau illégalement en Martinique. Quelques mois auparavant, il avait été expulsé de notre territoire. Après son évasion de la prison de Saint-Vincent, île caribéenne du sud où il est né, où il vivait avec 4 frères et sœurs, il était rentré clandestinement en Martinique et s'était fait embaucher comme coupeur de canne sur une des exploitations du Nord. À 22 ans, il comptabilisait déjà 12 condamnations. Il était connu dans son pays pour des pulsions violentes, parfois explosives, et pour de nombreux vols commis avec armes et coups et blessures. Depuis l'agression des 2 fillettes, Niki s'était terré dans la montagne, ne sortant que la nuit. Après le meurtre du jeune Albin et la séquestration de Marcel C., les gendarmes n'ont pas lésiné sur les moyens pour retrouver Niki.
Les brigades de Morne Rouge, Carbette, Case Pilote, Saint-Pierre étaient sur le terrain. Les brigades de recherche de Fort-de-France, Côtière, le groupe d'intervention, l'hélicoptère de l'armée étaient aussi sur le front. Les renseignements qui affluaient témoignaient surtout de la crainte qu'inspirait l'homme à la hachette. Plusieurs fois, Niki a été aperçu dans et aux environs de Saint-Pierre. Il semblait prendre un malin plaisir à jouer avec le risque. À chaque fois, il a réussi à échapper aux gendarmes lancés à ses trousses. Le lundi 27 octobre au matin, c'est un conseiller municipal de Saint-Pierre qui l'apercevait non loin de son domicile, aux abords de la distillerie Saint-James. Le vendredi 24, il était aperçu en pleine ville de Saint-Pierre. C'est un policier municipal qui l'a reconnu. Le temps que le témoin donne l'alerte à la rue Victor Hugo, que Niki s'était déjà enfui. Plus tard, il était aperçu courant dans les champs situés à la limite de la forêt qui pousse sur les flancs de la Pelée. La recherche effectuée dans la forêt à la suite de cette alerte allait permettre aux gendarmes de découvrir la cabane où Marcel C. avait passé la nuit du dimanche 19. Les effets personnels de Niki y étaient retrouvés. À ces faits vérifiés, allait se joindre la rumeur. Il a été dit que Niki aurait demandé à un marin-pêcheur de la localité de le conduire à Sainte-Lucie. De même, a-t-on attribué à Niki le vol d'essence, de moteurs et d'un important matériel de sauvetage, à la station de sauvetage en mer de Saint-Pierre à la mi-novembre 1980. Le butin avait été retrouvé non loin d'une cabane cachée, au milieu de bambous, près de la rivière des Pères. Une opération de nuit allait être montée avec les gendarmes pour tenter de démasquer le ou les auteurs du vol. En vain. Selon les gendarmes, cet abri était utilisé par Niki. Une impressionnante quantité d'aliments y avait été trouvée, sans qu'on ne puisse en expliquer l'origine. En tout cas, l'homme avait pris toutes les précautions pour ne pas se laisser surprendre. Des pièges avaient été installés pour détecter la présence de quiconque s'en serait approché. Il a été dit que Niki bénéficiait de complicité dans la région, notamment des communautés sainte-luciennes et dominiquaises. L'ennemi public numéro 1 allait ensuite se faire très discret avant de frapper une nouvelle fois en janvier 1981. Fin janvier 1981, l'homme qui a créé une véritable psychose dans le nord de la Martinique fait trembler les autorités. Il est soupçonné d'être l'auteur de la disparition d'une femme de 65 ans et de sa petite-fille qui habitait au quartier La Montagne à Saint-Pierre. Plus de 200 gendarmes et militaires vont ratisser les flancs de la Pelée. La jeune Catherine a pu raconter aux enquêteurs dans quelles circonstances sa grand-mère avait été tuée, sous ses yeux par Niki. Le mercredi 23 janvier 1981, alors qu'elle dormait, elle a été réveillée par des cris. Emma Hiller était sauvagement battue par Niki. Elle était ensuite traînée par terre. La raison de cette nouvelle agression, le kidnapping de l'adolescente. Celle-ci s'est vaillamment défendue, mais en vain. Alors qu'elle levait la tête pour voir partir sa petite fille, Niki a à nouveau frappé la grand-mère de sa hachette. L'ennemi public numéro 1 s'en est allé ensuite dans la montagne, obligeant la jeune Catherine à le suivre sur un itinéraire que les Pierrotins jugent difficile, même de jour. Arrivé dans ce refuge, Niki a attaché Catherine et l'a laissée sur place. Tout laisse à penser qu'il était revenu dans la maison de Madame Hiller pour faire disparaître le corps. À la fillette, il a seulement dit qu'il avait oublié quelque chose et qu'il revenait tout de suite. Dans la maison d'Emma Hiller, les enquêteurs allaient constater que les issues donnant sur l'allée Pécoule étaient verrouillées et qu'une porte donnant accès à la chambre de Catherine par l'arrière était restée ouverte. À l'intérieur, ils notaient la présence sur les parois de plusieurs taches de sang. Emma Hiller aurait été sauvagement battue par Niki avant qu'elle ne fût achevée à la hachette. Son corps, malheureusement, n'a jamais été retrouvé. Le lundi 16 février 1981, en fin de journée, la nouvelle faisait le tour de l'île. L'homme tant recherché depuis des mois était enfin aux mains des gendarmes. À Saint-Pierre, aux Mornes Rouges et dans bien d'autres communes, c'était la fin d'une peur soutenue depuis l'horrible meurtre à la hachette de Gérard Albin, 5 mois plus tôt.
Lors du procès de Nikki devant la cour d'assises de Fort-de-France, les psychiatres qui l'ont examiné ont signalé des anomalies relevant de la pathologie du caractère. Il s'agit d'un pervers constitutionnel dit pervers organisé, dépourvu d'affectivité, qui se caractérise par l'inadaptabilité, l'indignité, l'impulsivité et la cruauté. Il est loin d'être un démon. C'est un être solitaire, mais à la recherche de la femme. De son vrai nom Jerry D. Frestas, il était né le 13 mars 1959 à Saint-Vincent, de parents agriculteurs. Il est décédé à la prison de Fresnes en France en 2006. Il se cachait en Martinique sous l'identité de Dinsley Nikki. Son père est décédé dans des circonstances non élucidées aux États-Unis, le 23 décembre 1977. Jerry De Fresta était le cadet d'une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Ses 2 frères ont été tués par la police de son pays d'Ansla, montagne de South River. Pendant le procès du vendredi 25 juin 1982, il semble que cet événement tragique, d'après le rapport du médecin psychiatre présent à la barre, ait transformé radicalement le cours de son existence. Il serait arrivé à une situation de non-retour. Dès lors, il avait fait le choix de la violence pour obtenir tout ce qu'il voulait. Jerry Di Fresta avait été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans, puis avait travaillé avec son père jusqu'en 1976. Il s'était ensuite spécialisé dans la culture de la marijuana, d'où ses premiers ennuis avec la justice de son pays. Incarcéré à la prison de Kingston, il est parvenu à s'évader le 11 février 1980. Puis s'était mis à mener une vie errante dans la Caraïbe. Il allait voler un bateau à Saint-Vincent pour se rendre à Sainte-Lucie. Sa présence en Martinique est signalée au mois d'avril 1980. Il logeait à Saint-Pierre au quartier Pécoul. Il était embauché comme coupeur de canne à l'habitation d'Épasse. Sur les lieux de son travail, il se prétendait originaire de Trinidad. À un contrôle de gendarmes, il se prétendait originaire de la Dominique. Sans papier d'identité et sans permis de séjour, Nikki était expulsé à la Dominique le 3 juillet 1980. N'étant pas dominiqué, les autorités de cette île le renvoyaient en Martinique. Il agressait le 28 juillet 1980 2 jeunes filles à Saint-Pierre. Sa réputation de bandit de grand chemin n'allait plus tarder à se faire. 3 mois après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Fort-de-France, le doute allait planer sur tout ce qui avait pu être dit au procès des jeudis 24 et vendredi 25 juin 1982. Les déclarations fracassantes de Nikki pour se disculper n'avaient pas convaincu. Au mois de septembre 1982, ses avocats demandaient la révision du procès, en vain. Des doutes planent sur plusieurs disparitions qui lui sont liées. Malheureusement, ces personnes n'ont jamais été retrouvées. C'est la fin de cette horrible histoire. J'ai une pensée pour tous ces disparus qui n'ont jamais été retrouvés, ainsi que les personnes qui sont décédées. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.